Ma mère a ri, tu ne posséderas jamais une maison comme celle de ta sœur. Ma sœur a souri d'un air narquois, elle sera fauchée pour toujours. Je n'ai pas cherché à discuter, j'ai juste souri. Des semaines plus tard, elles m'ont toutes les deux appelé depuis l'allée. Je m'appelle Grace. J'ai 27 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai construit une vie qu'ils ne m'ont jamais cru digne d'avoir. C'était Thanksgiving, et l'air dans la maison de mes parents sentait la dinde rôtie, la cannelle et la cruauté. La voix de ma mère, tranchante et fluette, a coupé le bavardage chaleureux et beurré de la salle à manger. Tu ne posséderas jamais une maison comme celle de ta sœur, Grace, a-t-il dit en riant, comme si elle racontait une blague légère. Mais ses yeux étaient froids. Le rire qui a suivi autour de la table était étouffé, mais il était assez aiguisé pour faire couler le sang. Ma sœur aînée, Victoria, la fille en or, la fierté de la famille, a pris une gorgée lente et délibérée de son vin rouge et m'a adressé un sourire en coin par-dessus le bord de son verre. Allons, maman, ne la fais pas culpabiliser, a dit Victoria, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Tout le monde n'est pas fait pour la stabilité. Certaines personnes sont simplement des esprits libres. Tout le monde a ri à nouveau, un peu plus fort cette fois. Mon père a ricané dans sa purée de pommes de terre. Mon oncle a hoché la tête en signe d'accord. Même ma gentille grand-mère fatiguée a réussi à esquisser un faible sourire, ne voulant pas perturber le passe-temps favori de la famille, me rappeler ma place. J'ai souri, moi aussi. J'ai tenu ma fourchette, je les ai regardés chacun leur tour, et j'ai souri. Non pas parce que cela ne faisait pas de mal. Cela en faisait. J'avais l'impression que 1000 petites aiguilles me transperçaient la peau, mais parce que pour la toute première fois, je n'avais pas besoin de discuter. Je n'avais pas besoin de me défendre. Parce que pendant qu'ils étaient tous assis là à se moquer de moi parce que je n'avais pas de maison, j'étais déjà en train d'en concevoir une dans un parfait et bienheureux silence. Mais avant que je ne vous raconte comment tout a basculé, aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Victoria n'était pas seulement l'enfant en or. Elle était le soleil autour duquel toute ma famille gravitait joyeusement. Sa force d'attraction était immense, attirant toute l'attention, tous les éloges, toutes les attentes vers elle. Je suis né 2 ans plus tard, non pas comme le nouveau centre d'un univers, mais comme une petite lune oubliée reflétant sa lumière et existant principalement dans son ombre. Dès nos premiers jours, la dynamique était établie. Quand Victoria a fait ses premiers pas, mes parents l'ont filmée, en ont encadré des photos, et ont raconté l'histoire à chaque réunion de famille ultérieure. Quand j'ai fait les miens, ma mère était au téléphone pour coordonner le premier rendez-vous de jeu de Victoria. Ses succès n'étaient jamais seulement les siens. C'étaient des trophées familiaux, polis et exposés à la vue de tous. Je me souviens de sa fête de remise des diplômes de fin d'études secondaires avec une douloureuse clarté. Notre jardin avait été transformé, rempli de tentes blanches, de nourriture de traiteurs, et d'au moins une centaine d'invités. Ma mère flottait à travers la foule. Une reine-mère rayonnante transportant un album relié en cuir rempli de chaque certificat et récompense que Victoria avait jamais reçu. C'est son championnat de l'équipe de débat, annonçait-elle à un groupe de voisins. Et la voici acceptant le prix de la foire scientifique. Elle a construit un volcan en activité qui est réellement entré en éruption avec du bicarbonate de soude. Si intelligente. Je venais de terminer ma 2e année de lycée et j'avais récemment remporté un prix régional pour une œuvre d'art numérique que j'avais passé des mois à créer. C'était la première fois que mon talent était reconnu. La première fois que je ressentais une étincelle de véritable fierté pour mes propres capacités. La petite et lourde plaque était enveloppée dans une serviette sur la banquette arrière de ma voiture. Tout l'après-midi, j'ai essayé de trouver le bon moment pour en parler. Je m'approchais de ma mère, le cœur battant, pour la voir se détourner pour saluer un nouvel invité ou se précipiter pour diriger le personnel du traiteur. Finalement, tard dans la soirée, je l'ai trouvée seule un instant près de la table des desserts. « Maman », ai-je commencé d'une voix timide. « J'ai quelque chose à te montrer. C'est le prix d'art que j'ai gagné. » Elle était en train de redresser une pile de serviettes, son attention portée ailleurs. « Oh, c'est gentil, ma chérie, dit-elle, les yeux parcourant le jardin. Tu te rends compte du nombre de personnes qui sont venues pour Vicky? C'est tout simplement merveilleux. Maintenant, sois un amour et va voir si ton oncle Robert a besoin d'un autre verre. Il a l'air d'avoir soif. » La conversation était terminée. Le moment s'était envolé.
J'ai passé le reste de la fête dans le rôle que je m'étais assigné, l'aide, le fantôme, l'accessoiriste silencieuse dans la grande production de la vie de ma sœur. La plaque est restée dans la voiture. La vie d'adulte de Victoria n'était qu'un prolongement de cette représentation de toujours. Elle avait épousé Mark, un homme qui ressemblait moins à une personne qu'à une collection d'attributs désirables. Il était dentiste. Il conduisait une berline de luxe. Il avait une poignée de main ferme. Et ses dents étaient si brillamment blanches qu'elles constituaient pratiquement un point de repère. À leur mariage, le toast de mon père portait moins sur le bonheur de sa fille que sur sa fierté de voir son excellent choix. Victoria a toujours eu le meilleur goût, avait-il tonné en levant sa coupe de champagne. Elle a fait entrer un homme merveilleux et brillant dans notre famille. Leur maison dans la communauté fermée de Willow Creek était le trophée ultime. C'était un monument tentaculaire et stérile dédié à leur réussite. J'y suis allé une fois pour la crémaillère. Les murs étaient tous peints dans une nuance de grège de bon goût. Les meubles semblaient tout droit sortis de la couverture d'un magazine, et il n'y avait pas un seul objet personnel qui dépassait. On ne s'y sentait pas chez soi. On se croyait dans une salle d'exposition. Ma mère parcourait les pièces avec une dévotion généralement réservée aux cathédrales. Elle passait sa main sur le marbre froid de l'îlot central de la cuisine, un îlot plus grand que ma cuisine tout entière, et soupirait. C'est ça, le but de la vie, avait-elle chuchoté à ma tante, assez fort pour que je l'entende. Se construire un vrai foyer. Avoir quelque chose à montrer pour sa vie. Elle gardait une grande photo de cette maison, prise par un professionnel, sur la cheminée de sa propre maison, un rappel quotidien de ce qu'elle considérait comme le véritable succès. Il n'y avait aucune photo de moi ou de mon petit appartement douillet. Ma vie, en revanche, était une source constante de déception modérée. L'étiquette de « l'artiste » était ma croix à porter. C'était un terme générique pour désigner tout ce qu'il ne comprenait pas ou ne valorisait pas chez moi. Ma carrière de graphiste était un joli petit passe-temps. Mon indépendance était un échec à m'installer. Mon budget soigneusement géré était le signe que je galérais. Les comparaisons étaient incessantes et épuisantes. Si j'achetais une paire de bottes d'occasion, ma mère me demandait si j'étais responsable avec mon argent. Si Victoria achetait un nouveau sac à main de créateur, ma mère la félicitait d'investir dans des pièces de qualité. Si je passais un week-end à la maison à lire et me ressourcer, mon père m'appelait, inquiet que je sois seul et isolé. Si Victoria et Mark passaient un week-end dans un spa, ils prenaient un repos bien mérité après leur vie stressante. J'ai appris à survivre en me faisant plus petite, plus discrète. Je me suis construit un monde qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Mon appartement était mon sanctuaire. Il était rempli de livres, de plantes et d'œuvres d'art colorées que j'avais dénichées dans des friperies locales. C'était désordonné, vivant et réel. C'était tout ce que la maison de Victoria n'était pas. Ici, je n'étais pas un fantôme. J'étais la maîtresse de mon propre petit univers. Mais chaque fois que je devais assister à une réunion de famille, je devais enfiler mon costume de fantôme et m'effacer à l'arrière-plan. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que leur mépris constant m'offrait une liberté unique. Comme ils m'avaient déjà condamné, ils ne prenaient jamais la peine de regarder de près. Ils n'ont jamais vu les fins de soirée tardives que je passais à apprendre de nouveaux logiciels de design, les week-ends que je dédiais à des cours de gestion d'entreprise en ligne, ni les tableurs méticuleux que j'utilisais pour suivre mes économies. Ils voyaient un esprit libre dérivant sans but dans la vie. Ils ne voyaient pas l'architecte qui dessinait silencieusement, laborieusement, les plans de sa propre évasion. Leur sous-estimation n'était pas seulement une insulte. C'était le camouflage parfait. Le trajet de retour de ce dîner de Thanksgiving aurait dû prendre 15 minutes. Au lieu de cela, je suis resté assise dans ma voiture garée le long du trottoir, devant la maison de mes parents, pendant près d'une heure. Le moteur éteint, le froid de novembre s'infiltrant lentement à travers les vitres. La maison rayonnait. C'était l'image parfaite de la chaleur et de la famille. Un tableau de Norman Rockwell prenant vie. Des éclats de rire s'échappaient parfois des murs, un son joyeux et insouciant qui me nouait l'estomac. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Mon père endormi dans son fauteuil inclinable, un journal sur le visage. Mon oncle racontant une histoire bruyante et pas drôle, et ma mère et Victoria dans la cuisine, les têtes rapprochées, partageant un secret ou un commérage. Leur complicité était une forteresse que je ne semblais jamais pouvoir pénétrer. Mes mains serraient si fort le volant que mes articulations en étaient blanches. Tout mon corps tremblait,
non pas de froid, mais d'une rage si profonde qu'elle s'apparentait à un mal physique. C'était un mal que je portais depuis des années, une légère fièvre de rancœur qui s'enflammait pendant les fêtes de famille. Mais cette fois-ci était différente. La fièvre était tombée. Ce n'était pas que le commentaire de ma mère était la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais dite. Il y avait eu pire. Il y avait eu cette fois où elle m'avait dit que mon diplôme d'art était un gaspillage d'intelligence. Ou cette autre fois où elle m'avait présenté à une amie comme mon autre fille, celle qui se cherche encore. Mais la manière légère et rieuse dont elle avait lâché cette réplique, tu ne posséderas jamais de maison comme celle de ta sœur. Et le sourire en coin instantané et réjoui sur le visage de Victoria. Cette combinaison fut le coup de grâce final. Ce n'était pas juste une insulte. C'était un verdict. C'était la conclusion finale d'un procès qui avait duré toute ma vie, Grèce contre les attentes de sa famille. Et il m'avait jugé indigne. Une unique larme brûlante a fini par s'échapper et tracer un chemin sur ma joue froide. Je l'ai essuyé d'un geste de colère. J'avais fini de pleurer pour eux. Pleurer était passif. Pleurer était ce qu'ils attendaient de moi. Les tremblements de mon corps n'étaient plus de la faiblesse. C'était un courant d'énergie, un ressort d'angoisse et de douleur enfin prêt à se détendre. Quelque chose en moi s'était endurci. La partie tendre et blessée de mon être, celle qui espérait toujours qu'un jour il me verrait enfin, qu'il serait fier de moi, s'était transformée en acier. Je ne voulais plus de leur approbation. Je voulais me construire une vie tellement au-delà de leur imagination limitée que leurs opinions en deviendraient insignifiantes, comme le bourdonnement d'une mouche lointaine. C'est alors que j'ai attrapé mon ordinateur portable. Son poids usé et familier sur mes genoux était réconfortant. Je l'ai allumé, la lumière pâle de l'écran repoussant l'obscurité de la voiture. Et là, il y avait ce dossier intitulé « Un jour ». C'était plus qu'une collection de fichiers. C'était le coffre-fort où je gardais mes espoirs secrets et fragiles. Mes doigts, tremblant encore légèrement, ont déplacé le curseur et double-cliqué. Le contenu s'est affiché à l'écran. Je ne l'ai pas simplement survolé. Je m'y suis plongé. J'ai ouvert un sous-dossier rempli de témoignages de clients. J'ai lu le courriel d'une femme qui gérait un petit refuge pour animaux, me disant que le nouveau site web que j'avais conçu pour elle avait entraîné une hausse de 50% des demandes d'adoption. Tu n'as pas idée de la différence que cela a faite, Grèce. Tu as aidé à sauver des vies. J'ai ouvert un autre fichier, un design que j'avais créé pour un café familial. C'était un logo magnifique et complexe dont j'avais été immensément fier. Ils l'avaient tant aimé qu'ils l'avaient fait peindre en fresque sur leur mur. Puis j'ai ouvert le tableur. C'était mon arme secrète, la preuve incontestable de mon travail acharné. J'avais méticuleusement suivi chaque dollar gagné grâce à mes projets secondaires. Les colonnes et les lignes racontaient une histoire de croissance lente et constante. La première année, j'avais gagné un peu plus de 5 000 $. La suivante, 18 000 $. Cette année, j'étais en bonne voie pour dépasser les 40 000 $. Tout cela gagné entre 19 h et 2 h du matin. Tout cela déposé sur un compte d'épargne à haut rendement dont il ne savait rien. C'était réel. Ce n'était pas un passe-temps. C'était une entreprise prête à naître. Ce mot a murmuré de lui-même dans la voiture silencieuse. Un jour. Et avec la force d'une révélation, j'ai compris que ce « un jour » était un mensonge. C'était un report permanent. C'était une autorisation que j'attendais, mais qui ne viendrait jamais. Je n'avais pas besoin d'attendre un jour. Ce jour-là, c'était aujourd'hui. Mes doigts ont bougé avec une assurance nouvelle. J'ai activé le partage de connexion de mon téléphone, l'en stable. J'ai navigué vers le portail officiel des entreprises de l'État, un site bureaucratique fade qui est soudainement devenu la porte d'entrée de tout mon avenir. Le formulaire en ligne était intimidant, rempli de termes juridiques comme « entreprise individuelle » et « société à responsabilité limitée ». J'ai marqué une pause, ma confiance oscillant une seconde. Cela semblait trop grand, trop réel. Puis j'ai revu le rire de ma mère, le sourire de ma sœur, et ma résolution s'est de nouveau durcie. J'ai cliqué sur « Société à responsabilité limitée ». Cela semblait sûr. Cela semblait solide. Pour le nom de l'entreprise, j'ai tapé la première chose qui m'est venue à l'esprit, la plus vraie, Grèce Design Company. C'était simple. C'était à moi. Mon nom,
mon travail, mon entreprise. J'ai rempli le reste des informations, le cœur battant contre mes côtes. Quand j'ai atteint la page de paiement, j'ai vu les frais, $150. J'avais l'impression que c'était le meilleur argent que je dépenserais jamais. J'ai sorti ma carte de débit, celle reliée à mon compte secret, et j'ai soigneusement tapé les 16 chiffres. Ma main est restée suspendue au-dessus du bouton de validation pendant un long moment, le souffle coupé. C'était le point de non-retour. Je sortais de l'ombre. J'ai cliqué. Pendant quelques secondes, il n'y a eu qu'une icône de chargement, une roue tournante qui semblait retenir tout mon avenir dans son orbite numérique. Puis la page s'est actualisée. Un message de confirmation est apparu en texte noir tout simple. Félicitations. Votre demande pour Grace Design Company LLC a été reçue et approuvée. J'ai appuyé ma tête contre l'appui tête froid et j'ai laissé échapper un soupir tremblant qui s'est transformé en un rire discret, mêlé de larmes. C'était fait. C'était réel. Dans le noir, dans le froid, assise dans une voiture de 10 ans d'âge devant une maison où je me sentais comme un fantôme, je venais de donner vie à ma nouvelle existence. La décision prise dans l'obscurité froide de ma voiture cette nuit-là a allumé un feu en moi. Mais maintenir ce feu allumé exigeait un niveau de travail et de sacrifice que je n'avais pas pleinement anticipé. Ma vie s'est condensée en une routine éreintante, monotone et étrangement exaltante. Les 3 années suivantes furent un tourbillon d'écrans, de dates limites et de cafés bon marché. Mes journées étaient partagées entre 2 vies bien distinctes. De 8h à 17h, j'étais la Grace discrète et fiable de l'agence de marketing. Je faisais mon travail, je le faisais bien, mais je gardais la tête basse. J'y étais un fantôme, d'une certaine manière. J'évitais les discussions autour de la fontaine à eau, je déjeunais à mon bureau et je déclinais poliment les invitations à boire un verre après le travail. Mes collègues me pensaient probablement timide ou antisocial. En vérité, je préservais chaque once de mon énergie mentale et sociale pour ma seconde vie, celle qui commençait dès que je franchissais la porte de mon appartement. Je m'accordais une transition stricte de 30 minutes. J'enlevais mes chaussures de travail, j'enfilais un jogging et je me forçais à manger quelque chose. Mon alimentation se résumait à ce qui pouvait se préparer en moins de 10 minutes, des œufs brouillés, de la soupe en conserve et une quantité astronomique de nouilles instantanées. Certains soirs, j'étais si fatigué que je mangeais juste une poignée d'amandes en guise de dîner. Ensuite, j'allumais ma lampe de bureau et l'agence Grace Design Company ouvrait officiellement ses portes. C'est là que je prenais vie. Le travail était stimulant et exigeant, mais c'était le mien. Chaque problème résolu, chaque client satisfait était une petite victoire personnelle. Je vivais à la lueur de mon écran, souvent jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à éclairer le ciel par ma fenêtre. Le sommeil était devenu un luxe, 4 ou 5 heures constituaient une bonne nuit. Mon appartement, autrefois mon havre douillet, s'est transformé en un poste de commandement encombré. Des notes autocollantes de rappel de projets couvraient mes murs, et des piles de livres de design et de carnets de croquis menaçaient de s'effondrer sur chaque surface disponible. Mon premier grand tournant s'est produit environ 6 mois après mes débuts. Je travaillais avec une femme nommée Sarah qui lançait une gamme de soins biologiques pour la peau. Elle était passionnée et compétente, mais son budget était minuscule. Moi, agissant encore sous le coup de la peur et d'un besoin désespéré de validation, je lui avais proposé un tarif qui couvrait à peine mon temps de travail. Nous avons eu un appel vidéo pour discuter des premières maquettes, et elle en a été enchantée. À la fin de l'appel, elle m'a regardé pensivement. « Grace, puis-je être honnête avec toi ?» a-t-elle demandé. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Une parfaite inconnue voyait plus de valeur en moi que je n'osais m'en accorder moi-même. La voix de ma mère, de ma famille, était si profondément ancrée dans mon subconscient qu'elle dictait mes pratiques commerciales. Ne vise pas trop haut. N'en attends pas trop. Reste à ta place. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé valser. J'ai créé une nouvelle grille tarifaire professionnelle, après avoir cherché ce que les meilleurs designers de mon domaine facturaient. Ma main tremblait en tapant les chiffres. Il me semblait impossiblement élevé. Il semblait arrogant. Il ressemblait à ce que Victoria oserait demander. J'ai failli supprimer le fichier une douzaine de fois, mais le visage de Sarah me revenait sans cesse en mémoire. Le lendemain matin, une demande est arrivée d'une start-up technologique qui avait besoin d'une identité de marque complète. J'ai pris une grande inspiration, j'ai joint ma nouvelle grille de tarifs à l'email et j'ai cliqué sur envoyer.
J'ai passé le reste de la journée dans une angoisse terrible, persuadé de m'être exclu du marché, d'avoir été stupide et cupide. Le soir même, une réponse arrivait dans ma boîte de réception. Elle tenait en une phrase, « Ce tarif entre dans notre budget. Quand pouvez-vous commencer ?» J'ai dû la relire 3 fois avant d'y croire. Ce fut le moment où tout a changé. Avec des tarifs plus élevés sont arrivés de meilleurs clients, plus professionnels, plus décidés et plus respectueux de mon temps. Mes revenus ont explosé. Le solde de mon compte d'épargne secret s'est mis à grimper à une vitesse vertigineuse. En l'espace de 18 mois, j'avais une liste d'attente de 6 mois pour les nouveaux projets. La charge de travail devenait impossible à gérer pour une seule personne. J'avais peur de m'épuiser, de voir ma qualité décliner. Je savais que j'avais besoin d'aide. Embaucher mon premier freelance a été encore plus effrayant que d'augmenter mes tarifs. Cela signifiait confier à quelqu'un d'autre l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Cela signifiait devenir patronne. J'ai publié une annonce en ligne et j'ai été submergé de candidatures. J'ai passé une semaine à éplucher les portfolios et une autre à mener des entretiens maladroits sur Zoom depuis mon salon, en essayant de paraître plus confiante et professionnelle que je ne l'étais. J'ai finalement embauché 2 designers, Maria du Texas et Ben de l'Oregon. Ils étaient talentueux, motivés et fiables. La première fois que j'ai délégué un projet à Maria et qu'elle a livré un travail aussi bon, sinon meilleur que le mien, j'ai ressenti un profond soulagement. Je n'étais plus seul dans cette aventure. L'agence Grace Design Company se conjuguait désormais au pluriel. 3 ans après ce Thanksgiving mémorable, je gagnais régulièrement plus en un mois avec mon entreprise que je n'en gagnais en 6 mois dans mon travail de jour. La décision de démissionner était évidente, mais elle restait terrifiante. Entrer dans le bureau de mon patron pour lui remettre ma démission m'a fait l'effet de sauter dans le vide. Mon salaire fixe et régulier avait été mon filet de sécurité pendant si longtemps. « Êtes-vous sûr de vous, Grace ?» a-t-il demandé, sincèrement inquiet. « Un concurrent peut vous proposer plus d'argent. » Je le comprends. « Non, ce n'est pas cela, » ai-je dit, ces mots résonnant de manière merveilleusement solide dans ma bouche. « Je vais travailler pour moi-même à plein temps. » L'expression de son visage, mêlant choc et admiration, m'a procuré une satisfaction que je n'avais encore jamais connue. Pendant tout ce temps, ma famille est restée complètement dans l'ignorance. Mes appels du dimanche avec ma mère étaient devenus des exercices d'omission minutieuse. « Comment vont les choses, ma chérie ?» demandait-elle, la voix empreinte de sa pitié habituelle. « Tout va bien, maman, je suis bien occupé, » répondais-je, les yeux fixés sur un contrat signé posé sur mon bureau d'une valeur supérieure à celle de ma voiture. « Eh bien, ne travaille pas trop dur dans ton petit travail de gribouillage. Assure-toi de sortir et de t'amuser un peu, conseillait-elle. « Je le ferai, » disais-je en souriant intérieurement. Ce secret n'était plus un bouclier contre leur jugement. C'était devenu un monde privé et magnifique qui n'appartenait qu'à moi, et je n'étais pas encore prête à les y laisser entrer. L'idée de la maison a commencé comme un rêve flou, un point lointain à l'horizon. Mais à mesure que mon entreprise grandissait et que mon compte d'épargne gonflait, ce rêve a commencé à prendre forme et consistance. Il est devenu un objectif concret, l'aboutissement tangible de chaque nuit blanche et de chaque sacrifice. Il ne s'agissait pas seulement de posséder une propriété. Il s'agissait de bâtir un sanctuaire, un lieu de paix et de stabilité que j'avais créé pour moi-même, selon mes propres termes. Il s'agissait de prouver que la malédiction de ma mère était fausse. Ma recherche de maison a commencé en secret, tard le soir. Après une longue journée de travail pour mes clients, je troquais mes logiciels de design contre des sites d'annonces immobilières, les yeux fatigués d'avoir fixé l'écran. J'ai fait défiler des centaines d'annonces, mes filtres de recherche réglés exclusivement sur une seule ville, Willow Creek. Ce choix ne venait pas d'un désir d'imiter ma sœur, mais du besoin de me réapproprier mon histoire. Ma famille considérait Willow Creek comme le domaine exclusif des gens qui réussissent, des gens stables, des vraies familles comme celle de Victoria. Acheter une maison là-bas me faisait l'effet de planter mon propre drapeau sur un territoire hostile. Les premières maisons que j'ai visitées en personne m'ont déçu. L'une était une construction neuve et moderne avec des murs fins comme du papier et sans aucune âme. Elle semblait froide et impersonnelle, trop semblable à la maison témoin de Victoria. Une autre était un petit pavillon charmant de l'extérieur, mais sombre et exigu à l'intérieur, ce qui me rendait claustrophobe. Je commençais à me décourager, me demandant si l'endroit idéal n'existait que dans mon imagination. Puis,
un samedi matin pluvieux, j'ai eu rendez-vous pour visiter une maison coloniale en briques sur une rue calme et bordée d'arbres appelée Maple Drive. Dès que j'ai tourné le coin de la rue, je l'ai senti. Une petite force invisible, une impression de clarté. La maison n'était pas ostentatoire. Elle était solide, classique et accueillante. Elle avait des volets vert foncé qui s'accordaient élégamment avec la brique rouge vieillie, et un chêne massif montait la garde dans le jardin de devant, ses branches s'étendant protectrices par-dessus le toit. Une petite balançoire en bois était suspendue sur le porche. Elle ressemblait à une maison qui avait des histoires à raconter. L'agent immobilier, Suzanne, m'attendait à la porte. Elle était impeccablement vêtue et affichait un sourire professionnel éclatant, mais son regard l'a trahi. Elle a jaugé ma vieille berline garée au trottoir, mes jeans simples et mon imperméable, et son sourire est devenu un peu plus crispé, un peu plus condescendant. Elle a vu une jeune femme célibataire qui n'était probablement qu'une curieuse, pas une acheteuse sérieuse. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que l'air avait une légère odeur de cire au citron et de vieux livres. La lumière du soleil, tamisée par cette journée de pluie, traversait les grandes fenêtres à petits carreaux, éclairant la riche patine des parquets d'origine. La maison dégageait une énergie douce et paisible. J'ai marché lentement à travers les pièces, passant ma main sur les murs de plâtre lisse et frais et sur la rampe en bois sculpté de l'escalier. Dans le salon, une cheminée en briques promettait des soirées d'hiver chaleureuses. La cuisine était lumineuse et aérée, dotée d'une grande fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur un jardin privé et verdoyant. À l'étage, il y avait 3 chambres. L'une était clairement la suite parentale avec 2 placards et sa propre petite salle de bain. Je suis entré dans la 2e chambre et je me suis arrêté. Elle avait une grande fenêtre qui donnait sur le jardin et captait la meilleure lumière de l'après-midi. Ce sera mon bureau, ai-je pensé immédiatement, mon quartier général, l'endroit où je continuerai à bâtir mon empire, mais avec une vue sur l'herbe et les arbres plutôt que sur un mur de briques. Je pouvais sentir ma vie future prendre forme entre ces murs. Je me voyais boire mon café sur les marches arrière, installer un coin lecture dans l'angle du salon, et transformer la 3e chambre en chambre d'amis, un espace chaleureux pour mes amis, la vraie famille que j'avais choisie pour moi-même. Nous avons terminé la visite dans la cuisine. Suzanne était appuyée contre le comptoir, regardant sa montre. « Alors, qu'en pensez-vous » a-t-elle demandé, sur un ton poli mais détaché. « C'est une propriété magnifique. Elle suscite beaucoup d'intérêt. Les vendeurs ont déjà reçu une offre. C'était une tactique de vente classique conçue pour créer un sentiment d'urgence. Je l'adore, ai-je dit, la voix douce mais ferme. Elle est parfaite. Son sourire professionnel est revenu d'un coup. Très bien. Eh bien, la prochaine étape serait de préparer votre dossier financier. Obtenir un accord de principe pour un prêt immobilier est essentiel dans ce marché. Cela montre aux vendeurs que vous êtes une candidate sérieuse. J'ai quelques courtiers en crédit immobilier avec qui je travaille et qui sont excellents avec les personnes qui achètent pour la première fois. Je peux vous envoyer leurs coordonnées. Elle cherchait déjà son téléphone, prête à passer à son client suivant, plus prometteur. Je l'ai laissé parler, un petit sourire secret flottant sur mes lèvres. Je savourais cet instant, l'ironie dramatique de la situation. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. Elle voyait une fille rêveuse dans un imperméable. Elle ne voyait pas la directrice d'une entreprise florissante qui avait passé les 3 dernières années à préparer ce moment précis. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Puis j'ai prononcé les mots que je répétais dans ma tête depuis des années, ce ne sera pas nécessaire. Elle s'est arrêtée, son pouce suspendu au-dessus de l'écran de son téléphone. Je vous demande pardon ? Je n'ai pas besoin de courtier en crédit immobilier, ai-je dit, ma voix posée et claire, couvrant le faible ronronnement du réfrigérateur. Je paierai comptant. Le changement dans son attitude a été instantané et spectaculaire. Ce fut comme si l'on avait actionné un interrupteur. Son sourire professionnel a disparu, remplacé par une expression de stupéfaction et d'incrédulité. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée une seconde avant qu'elle ne la referme brusquement. Elle s'est redressée, sa posture passant d'un dédain poli à un profond respect. « Vous allez payer comptant » a-t-elle bafouillé, la voix plus aiguë d'un octave. « Pour la totalité du prix demandé ?»« Oui » ai-je dit, ressentant une telle bouffée de puissance que j'en ai presque eu le vertige. « Et je propose 5 000 $ de plus que le prix demandé pour conclure la vente aujourd'hui. » Le reste de la procédure fut un tourbillon de paperasse et de formalités juridiques.
2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau stérile d'un notaire et je signais mon nom sur une épaisse pile de documents. Chaque signature était un trait final et définitif apporté au chef-d'œuvre qu'était devenu ma vie. Le notaire a fait glisser une petite boîte en velours de l'autre côté de la table en acajou poli. À l'intérieur, posées sur un lit de velours noir, se trouvaient 2 clés en laiton rutilantes. Je me suis rendu directement à Maple Drive. Le panneau, vendu, sur la pelouse portait désormais un panonceau plus petit, en cours. J'ai remonté l'allée et j'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné sans effort. J'ai poussé la porte et je suis entré. C'était ma maison. Le silence y était immense, semblable à une toile blanche. J'ai parcouru les pièces vides, mais pas résonnant sur les parquets nus. Je me suis tenu à l'endroit qui serait mon bureau, puis dans le salon où crépiterait mon feu de cheminée. Finalement, je suis retourné dans le salon et je me suis laissé glisser le long du mur pour m'asseoir par terre, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Je tenais les clés dans la paume de ma main, leurs bords tranchants s'enfonçant de manière rassurante dans ma peau. Elles étaient bien réelles. Tout cela était réel. Et j'ai murmuré à cette pièce vide et ensoleillée, à cette maison qui m'appartenait entièrement, « Tu as réussi, Grace. Tu as réussi. » Une vague d'émotions que je refoulais depuis des années m'a submergé, la fatigue, la solitude, la blessure, la colère et, sous tout cela, un courant profond et puissant de fierté. Les larmes qui sont venues n'étaient pas seulement pour ce moment précis, mais pour tous les moments qui y avaient mené. Elles étaient pour la jeune fille qui avait gagné un prix d'art et l'avait caché dans sa voiture, pour la jeune femme qui s'était vue attribuer le terme d'esprit libre comme une insulte, et pour la chef d'entreprise qui avait construit sa société en secret. Je suis restée assise là à pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, le soleil de l'après-midi réchauffant mon visage à travers les grandes et belles fenêtres de ma toute nouvelle maison. J'ai attendu une année entière, une année pour m'installer, pour faire de ma maison un foyer. Une année à regarder mon entreprise non seulement survivre, mais prospérer. Une année de paix profonde et ininterrompue. J'ai acheté des meubles qui me plaisaient, peint les murs dans des teintes qui me rendaient heureuse et planté un jardin à l'arrière. Ma maison n'était plus une coquille vide pleine de potentiel. Elle était remplie de vie, de ma vie. Et alors que Thanksgiving approchait à nouveau, j'ai su que le moment était venu. Je n'étais plus le fantôme du festin. J'étais propriétaire. J'étais chef d'entreprise. J'étais une femme qui avait construit ses propres fondations, et il était temps de m'y tenir debout. Le trajet vers la maison de mes parents fut différent cette fois-ci. L'an dernier, je conduisais ma vieille berline poussive, l'estomac noué, me préparant à l'inévitable avalanche de pitié et de condescendance. Cette année, j'étais au volant d'un SUV neuf et fiable que j'avais acheté comptant quelques mois plus tôt. Les sièges en cuir chauffant étaient tièdes, le moteur émettait un ronronnement discret et mon estomac était calme. Je ne me préparais pas à un combat. Je me préparais à une déclaration silencieuse d'indépendance. Je m'étais habillé avec soin, sans rien de tape à accent grave-l'œil, mais avec un pull en cachemire simple et élégant et un jean bien ajusté. Je me sentais solide, digne. Je portais mon calme comme une armure. Je me suis garé dans la rue derrière le SUV de luxe noir étincelant de Victoria, un modèle plus récent que celui de l'année dernière. Certaines choses, me suis-je dit avec amusement, ne changeraient jamais. J'ai pris une grande inspiration avant de sortir de la voiture. Je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. J'ai remonté l'allée familière et j'ai sonné. Les mêmes odeurs de dinde rôtie et de cannelle sont venues m'accueillir lorsque mon père a ouvert la porte. « Grace, tu as réussi à venir » a-t-il dit en me serrant rapidement et maladroitement dans ses bras. Ses yeux ont glissé derrière moi vers ma nouvelle voiture garée le long du trottoir. Il a cligné des yeux, une lueur de surprise sur le visage, mais n'a rien dit. La scène à l'intérieur était une réplique parfaite de l'année précédente. Ma mère s'activait dans la cuisine. Mon oncle regardait un match de football américain à la télévision avec un volume assourdissant, et Victoria était juchée sur un tabouret près de l'îlot de la cuisine, un verre de vin à la main, captivant l'auditoire. Elle en était au milieu d'une histoire sur ses récentes vacances en famille dans un hôtel 5 étoiles en Grèce. Et la piscine à débordement, maman. Tu aurais adoré, disait-elle en faisant de grands gestes. Elle donnait sur la mer Égée. Et les enfants avaient leur propre majordome privé. Marc a dit que nous y retournerions absolument l'année prochaine. Oh, comme c'est merveilleux, Vicky, s'est extasiée ma mère, s'arrêtant pour lui sourire chaleureusement. Toi et Marc travaillez si dur.
Vous méritez de vous faire choyer. Elle m'a aperçu à ce moment-là. Grace, bonjour, ma chérie. Tu es en retard. Bonjour, maman, ai-je dit d'une voix égale. La circulation était difficile. Ce n'était pas vrai, mais c'était le genre d'excuse qu'ils attendaient. La conversation du dîner a suivi son scénario prévisible. Victoria a dominé la table, racontant chaque détail luxueux de son voyage, chaque réussite impressionnante de ses enfants, chaque nouvelle acquisition qu'elle et Marc avaient faite. Mes parents et mes proches étaient suspendus à ses lèvres, leur visage mêlant admiration et fierté par procuration. J'ai mangé ma dinde, j'ai passé la sauce et je suis restée silencieuse, observatrice tranquille d'une pièce que j'avais déjà vue 100 fois auparavant. Je ne ressentais pas la piqûre habituelle de l'invisibilité. Au lieu de cela, j'éprouvais un étrange sentiment de détachement, comme si j'étais une anthropologue étudiant les coutumes particulières d'une tribu étrangère. Finalement, il y a eu un silence dans le monologue de Victoria. Ma mère, comme se souvenant de ma présence, a tourné son attention vers moi. Ses yeux ont fait une analyse critique rapide de ma tenue avant qu'elle n'affiche un sourire serein. Alors, Grace, a-t-elle commencé, sa voix résonnant à travers la table. Comment vont les choses? Tu loues toujours ce petit appartement en centre-ville. C'était le moment, le signal que j'attendais. Toute la table s'est tue légèrement, leur attention se déplaçant vers moi, prête pour le chapitre familier et pitoyable de la représentation de la soirée. J'ai bu une longue gorgée d'eau, posé mon verre doucement et j'ai croisé le regard de ma mère. Non, ai-je dit d'une voix claire et calme. J'ai acheté une maison. Le silence qui est tombé sur la table a été instantané et absolu. Il a été si soudain et si complet que je pouvais entendre le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mon oncle a coupé le son du match. Mon père, qui était en train de mâcher, s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de décoder une langue étrangère. « Tu as fait quoi ?» a-t-elle demandé dans un murmure ténu. Victoria a laissé échapper un rire bref et sec, rompant le charme. Le son était fragile d'incrédulité. « Oh, s'il te plaît, Grace », s'est-elle moquée en faisant tourner le vin dans son verre. « Ne sois pas si dramatique. Un appartement en copropriété, peut-être? Est-ce que tu as fini par acheter ton petit appartement? » L'allusion était claire, même cela serait déjà un exploit. Non, ai-je répété, le regard fixe. J'ai tourné légèrement la tête pour la regarder en face. Une maison à Willow Creek. Cette deuxième affirmation a fait l'effet d'un choc physique. Mon père a carrément posé sa fourchette dans un bruit métallique. Le sourire condescendant de Victoria s'est effondré, remplacé par une expression de pure sidération. Elle savait ce que coûtaient les maisons à Willow Creek. Ma mère a retrouvé sa voix en premier, et elle était empreinte de suspicion. Grace, ce n'est pas drôle. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu as pu t'offrir une maison à Willow Creek avec ton salaire? Ne mens pas à table. L'accusation, l'impossibilité pure de la chose dans son esprit était exactement ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai simplement fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai déverrouillé. J'avais enregistré une seule photo sur mon écran de verrouillage pour cette occasion précise. C'était un cliché magnifique pris la semaine précédente. Le soleil de l'après-midi frappait la façade de ma maison, faisant briller la brique rouge. Les volets vert foncé semblaient impeccables, et la balançoire du porche oscillait doucement dans la brise. Un pot de chrysanthèmes jaunes éclatants était posé sur les marches. On aurait dit une photo de magazine. On aurait dit un chez-soi. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai fait glisser silencieusement sur le bois verni vers le centre. Il s'est arrêté juste devant mon père. Il l'a ramassé, les sourcils froncés. Il a fixé l'écran un long moment, puis ses yeux se sont écarquillés. Il a levé les yeux vers moi, puis a regardé à nouveau la photo, puis s'est retourné vers moi, la bouche légèrement entr'ouverte. « Mon Dieu !» a-t-il chuchoté. Il a passé le téléphone à ma mère. Elle le lui a arraché des mains. Elle a fixé l'écran, le visage figé par le choc. Je la voyais zoomer, comme si elle cherchait la preuve d'un trucage. Elle a vu le numéro de la rue sur la porte, clair comme le jour. Elle a vu mon nouveau SUV, le même que celui garé dehors, garé dans l'allée. Son visage a blêmi. Elle n'a pas dit un mot,
elle a juste passé le téléphone à Victoria comme s'il était contaminé. Victoria a pris le téléphone, ses gestes étant raides. Elle a regardé l'image et sa façade de supériorité smug s'est effondrée en poussière. Son sourire en coin avait disparu, remplacé par une expression laide et tordue d'envie et d'incrédulité. Elle a regardé le téléphone, puis moi. Ses yeux se sont rétrécis. J'ai laissé le silence s'étirer, laissant la réalité s'installer. J'ai pris mon verre de vin, la main parfaitement stable. J'ai bu une lente gorgée, savourant l'instant. Puis j'ai baissé mon verre et j'ai regardé ma mère, dont le visage mêlait désormais la confusion et une horreur naissante. Tu as dit que je ne posséderais jamais de maison comme celle de ma sœur, ai-je dit, ma voix étant douce mais portant dans chaque recoin de la pièce silencieuse. Tu avais raison. Ce n'est pas le cas. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air avant de porter le coup de grâce silencieux, j'ai acheté quelque chose de mieux. J'ai acheté quelque chose qui m'appartient. Le silence qui a suivi ma déclaration était plus lourd et plus étouffant que tous ceux qui avaient précédé. C'était le bruit d'un récit vieux de 27 ans qui volait complètement en éclats. Les rôles avaient été inversés si soudainement, si complètement, que plus personne ne connaissait son texte. Je n'étais plus l'artiste en difficulté. Victoria n'était plus la championne incontestée du succès. La hiérarchie familiale s'était effondrée, et le sifflement sourd dans l'air était le bruit des retombées. Victoria a craqué la première, son choc se transformant en une rage défensive et amère. Elle a rejeté mon téléphone sur la table comme s'il s'agissait d'un déchet. Eh bien, ça doit être agréable, a-t-elle craché, la voix dégoulinante de venin. Ça doit être agréable de n'avoir à penser à personne d'autre qu'à soi-même. Pas de mari, pas d'enfant dont il faut payer les études, pas de vraie responsabilité. On peut simplement thésauriser chaque centime que l'on gagne avec son petit passe-temps. Elle a commencé à énumérer ses charges comme s'il s'agissait de médailles d'honneur. Elle essayait de me rabaisser, de faire passer ma réussite monumentale pour une indulgence frivole, le résultat d'une vie égoïste et sans enfant. C'était une tentative désespérée de se hisser à nouveau au sommet, de me dépeindre comme irresponsable, même dans mon succès. 1 an plus tôt, ces paroles m'auraient blessé jusqu'à l'os. À présent, elles me semblaient pathétiques. C'étaient les gesticulations désespérées d'une reine qui venait d'être détrônée. Ma mère, voyant son enfant prodige en difficulté, s'est empressée de reprendre le contrôle. Son visage s'est durci, son choc se transformant en un masque d'indignation maternelle. « Tu aurais dû nous le dire, Grace », a-t-elle dit sur un ton sec et accusateur. « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi important sans en parler à ta propre famille? Nous sommes tes parents. Nous aurions pu t'aider. Ton père s'y connaît en immobilier. Nous aurions pu te donner des conseils, nous assurer que tu ne te faisais pas arnaquer. » Ces paroles étaient un modèle de manipulation. Elles transformaient mon indépendance en un acte de trahison. Elle essayait de se réintroduire dans mon histoire, non pas comme un soutien, mais comme une gardienne du savoir et de la sagesse dont j'avais sottement ignoré les conseils. Garder un secret pareil, a-t-elle poursuivi, sa voix montant d'un ton sous l'effet d'une blessure feinte. C'est comme si tu ne nous considérais même pas comme ta famille. C'est cruel, Grace. C'est profondément, profondément cruel. Elle se peignait en victime, la mère blessée par son enfant cachotière et ingrate. Je l'ai regardée, observant les schémas familiers de son comportement, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une profonde clarté. L'ancien besoin de me défendre, de justifier mes choix avait disparu. Je n'en avais pas besoin. La preuve de ma compétence était garée dans une allée de Willow Creek. J'ai attendu qu'elle ait fini, puis j'ai pris une inspiration calme et régulière. J'ai regardé directement dans ses yeux, mon regard étant droit et franc. « Tu m'as déjà aidé, maman », ai-je dit, ma voix étant douce mais portant un poids indéniable. Ses sourcils se sont froncés de confusion. « De quoi parles-tu ? Nous ne t'avons aidé en rien. C'est toi qui as tout fait, a-t-elle insisté doucement. Tu m'as aidé plus que quiconque, ai-je poursuivi, en m'assurant d'avoir toute son attention. Tu m'as aidé en doutant de moi. Chaque fois que tu as qualifié ma carrière de passe-temps, chaque fois que tu m'as regardé avec pitié, chaque fois que tu m'as dit que je n'étais pas à la hauteur, c'est cela qui a allumé le feu. Tu m'as donné la motivation que personne d'autre ne pouvait m'apporter. La vérité de ces mots, prononcés sans colère ni méchanceté, était plus dévastatrice que n'importe quel cri aurait pu l'être. Le visage de ma mère s'est figé comme si je l'avais giflé. Sa bouche s'est ouverte puis refermée.
Il n'y avait aucune défense possible. Victoria, pour sa part, a tressailli et a détourné le regard, fixant intensément une tache de vin sur la nappe. Même mon père, resté observateur silencieux, a bougé inconfortablement sur sa chaise. Pour la première fois de ma vie, je détenais tout le pouvoir à cette table, et je savais à cet instant que le meilleur moyen de le conserver était de m'en aller. J'ai délibérément plié ma serviette et la posé sur la table. Ce geste simple et soigné m'a paru extrêmement significatif. J'ai reculé ma chaise, le grincement de ses pieds sur le parquet résonnant fortement dans ce silence de cathédrale. Je me suis levé. « Merci pour le dîner, maman », ai-je dit d'une voix polie, détachée. C'était délicieux, comme toujours. Contournant la table, je me suis approché de ma grand-mère. Elle a levé les yeux vers moi, son regard âgé et grand ouvert empli d'un mélange complexe de choc et de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Je me suis penché et j'ai embrassé sa joue douce et ridée. « Je t'appellerai demain, grand-mère », ai-je chuchoté. Elle m'a serré la main, un message silencieux mais puissant de soutien. Puis je me suis tourné vers le reste de ma famille stupéfaite. J'ai regardé ma mère, mon père, ma sœur. J'ai mon propre dîner fait maison qui m'attend chez moi, ai-je dit d'une voix claire et assurée. Je voulais simplement que vous sachiez tous où j'habite désormais, au cas où vous souhaiteriez un jour me rendre visite. J'ai marqué une pause et j'ai ajouté la limite finale essentielle, avec respect. Et puis je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en tempêtant. J'ai marché d'un pas calme et mesuré le long du couloir, j'ai récupéré mon manteau dans le placard et je suis sorti par la porte d'entrée, la refermant doucement derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je sentais leur regard dans mon dos. Je sentais les fondations même de leur monde se fissurer derrière moi. En montant dans ma voiture et en démarrant le moteur, un sentiment de légèreté profond et exaltant m'a envahi. Je n'étais plus un fantôme. J'avais une voix. J'avais un foyer. Et pour la première fois, je me dirigeais vers lui. Le trajet entre la maison de mes parents et la mienne n'a pris que 10 minutes, mais j'ai eu l'impression de parcourir toute une vie. La personne qui était arrivée dans leur allée 2 heures plus tôt n'était plus la même que celle qui s'en allait à présent. J'ai roulé dans les rues calmes et bordées d'arbres de Willow Creek, ce paysage familier me donnant enfin l'impression de m'appartenir vraiment. Quand j'ai tourné dans ma rue, la vue de ma maison, de sa lumière chaleureuse s'échappant des fenêtres, de la couronne sur la porte vert foncé, m'a rempli d'un sentiment de paix si profond qu'il en était presque bouleversant. Ce n'était pas seulement un bâtiment dont j'étais propriétaire. C'était mon sanctuaire. C'était la forteresse que j'avais construite brique par brique, pixel par pixel, secret par secret. Je suis entré chez moi, le déclic de la serrure résonnant de manière définitive dans l'entrée silencieuse. Je n'avais pas réellement cuisiné de dîner de Thanksgiving, bien sûr. Cette phrase avait été une métaphore, une affirmation. Ma cuisine était propre et silencieuse. Au lieu de cuisiner, j'ai rempli la bouilloire d'eau et je l'ai posée sur la cuisinière pour faire du thé. Pendant qu'elle chauffait, j'ai parcouru les pièces de ma maison, touchant les meubles, passant ma main sur les murs de plâtre frais. Dans le salon, j'ai allumé quelques bougies. La lumière douce et vacillante dansait sur les murs, rendant l'espace presque sacré. Cette pièce, où j'avais passé d'innombrables nuits à esquisser des logos et à me débattre avec des clients difficiles, était désormais un havre de tranquillité. Le silence dans la maison contrastait vivement avec le silence lourd et étouffant que j'avais laissé derrière moi à la table de mes parents. Leur silence avait été une absence de mots, un vide rempli de choc et de rancœur. Mon silence était une présence. C'était le son du contentement, de la sécurité, d'une bataille enfin gagnée. J'ai préparé mon thé et je me suis assise sur le canapé confortable que j'avais passé des semaines à chercher, ramenant mes pieds sous moi. C'est alors que mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, s'est mis à vibrer. Je l'ai ignoré. 1 minute plus tard, il vibrait à nouveau, puis encore et encore. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Ces appels étaient une intrusion, une tentative de m'aspirer à nouveau dans le tourbillon de leur drame. Ils avaient l'habitude que je sois disponible, que j'absorbe leurs émotions et que je gère leurs attentes. Cette version de moi avait disparu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel soit basculé sur la messagerie vocale. Puis les SMS ont commencé. L'écran s'est allumé, affichant des aperçus. De maman, Grace. Tu ne peux pas partir comme ça.
Il faut qu'on en parle. De Victoria, c'était cruel de faire ça un jour de Thanksgiving. De maman encore, ton père est très contrarié. Appelle-moi immédiatement. J'ai lu ces messages avec détachement. Les mots n'avaient aucun pouvoir sur moi ici. Leur tentative de me faire culpabiliser, de me faire passer pour la méchante était transparente et faible. Ils n'étaient pas contrariés que j'ai gardé un secret, ils étaient furieux que je les ai dépouillés de leur pouvoir sur moi. J'ai retourné le téléphone, l'écran contre le comptoir, et je suis revenu à monter dans le silence paisible de mon salon. Plus tard dans la soirée, un autre SMS est arrivé. J'y ai jeté un coup d'œil. Il venait de mon père. Il était différent des autres. Juste 4 mots, fier de toi, gamine. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi, celle qui avait réclamé son approbation durant toute ma vie, a ressenti une tiède étincelle de validation, mais elle a été suivie d'une vague de tristesse. Pourquoi avait-il fallu en arriver là? Pourquoi avais-je dû construire une maison et une entreprise à 6 chiffres pour mériter 4 simples mots de fierté de la part de mon propre père? Pourquoi n'avait-il pas pu les prononcer après ma première exposition d'art, ou lorsque j'avais décroché mon premier emploi, ou quand j'avais fini de rembourser mes prêts étudiants? Ce SMS était une fissure dans sa façade, un infime aveu de sa propre défaillance, mais cela semblait trop peu, trop tard. C'était un pas, mais je savais dans mon cœur que c'était un pas qu'il s'était senti forcé de faire, et non un pas qu'il avait choisi librement. Je ne lui ai pas répondu non plus. Les heures ont passé. Les bougies ont baissé. J'ai lu un livre, écouté de la musique douce. Vers minuit, alors que je m'apprêtais à aller me coucher, un dernier SMS a éclairé l'écran. Il venait de Victoria, je n'aurais pas dû rire. Félicitations, Grace. Ce message était plus complexe. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses de la part de ma sœur. Il n'y avait pas d'excuses, pas de justification, juste un aveu simple et brut. Je pouvais presque ressentir l'effort que cela avait dû lui demander d'écrire ces mots, de s'humilier à ce point. J'ai repensé à notre relation, une longue et douloureuse histoire de compétition dont je n'avais même jamais su que je faisais partie. Son besoin d'être la meilleure, la plus brillante, avait exigé que je sois la moins bonne, la plus effacée. Ma réussite ne l'avait pas seulement surprise, elle avait fondamentalement menacé son identité. Son message n'était pas seulement une excuse. C'était un drapeau blanc, un aveu tacite que le jeu était terminé. J'ai pensé à lui répondre, à lui dire merci ou ce n'est pas grave, mais les mots semblaient creux. Ce n'était pas acceptable. Et un simple merci me donnait l'impression de la dédouaner trop facilement. Certaines choses n'avaient pas besoin de réponse. Certaines choses avaient simplement besoin d'être assimilées, de se stabiliser. Mon silence était sa propre réponse. C'était une frontière. Il disait, je vois ton message et je l'accepte, mais je ne vais pas me précipiter pour te mettre à l'aise. Tu peux assumer tes propres actes pendant un moment. Les jours qui ont suivi furent d'un calme absolu et étrange. Il n'y eut plus d'appels de colère, plus de SMS manipulateurs. Ce fut comme si une tempête était passée, laissant derrière elle une immobilité sereine. J'ai passé ce week-end à m'installer véritablement. Je suis allé dans une pépinière et j'ai acheté d'autres plantes pour mon jardin. Je suis allé dans un magasin de meubles et j'ai enfin commandé la grande table de salle à manger en bois dont j'avais envie, l'imaginant entouré de mes amis, de rire, de joie. Chaque petit geste pour aménager ma maison me faisait l'effet d'un acte de guérison, renforçant la réalité nouvelle que j'avais créée. Je n'attendais plus leur permission pour vivre, et le silence de leur côté ressemblait à une acceptation tacite de ce fait. Le changement s'était produit, le pouvoir s'était déplacé, et il m'appartenait entièrement. Une autre année a passé et le silence qui avait suivi l'affrontement de Thanksgiving a lentement évolué vers une nouvelle forme de normalité, fragile. Le silence bourdonnant de colère a été remplacé par des contacts hésitants et sporadiques. Un bref SMS de mon père me demandant quel modèle de tondeuse j'avais acheté. Un appel téléphonique un peu guindé de ma mère pour mon anniversaire où, pour la première fois, elle ne m'a pas demandé si je m'en sortais, mais m'a plutôt demandé de quelle couleur j'envisageais de peindre la chambre d'amis. C'étaient de petites tentatives maladroites de rapprochement, comme des personnes apprenant une nouvelle langue. Ils apprenaient à s'adresser à la vraie Grèce, et non aux fantômes qu'ils avaient inventés. C'est avec Victoria que j'ai eu le moins de contact. Le gouffre entre nous était trop large, trop rempli des débris d'une vie de vexation et de jalousie. Mais l'hostilité ouverte avait disparu,
remplacée par une sorte de trêve lasse et distante. Lorsque l'invitation pour Thanksgiving est arrivée cette année-là, j'ai envisagé de la décliner. L'idée de retourner dans cette maison, de m'asseoir à cette table, éveillait encore un faible écho de mon ancienne anxiété. Mais je savais que ne pas y aller serait un acte d'évitement, de peur. J'avais gagné la guerre. Je n'avais pas besoin de continuer à mener des batailles. S'y présenter était une preuve de confiance tranquille, la preuve que les anciennes dynamiques n'avaient plus d'emprise sur moi. Quand j'ai franchi la porte, la différence d'atmosphère a été immédiate et palpable. L'an dernier, l'air crépitait de tension et d'incrédulité. Cette année, il était empreint d'une prudence lourde et maladroite. Tout le monde semblait retenir son souffle, de peur de prononcer la parole de trop. Victoria était là, debout près de la cheminée, et elle semblait plus petite, en quelque sorte moins rayonnante. Elle m'a adressé un sourire bref et crispé, ainsi qu'un discret « Salut Grace ». Il n'y avait plus de sourire en coin, plus d'examen condescendant de la tête aux pieds. Maman n'a pas fait remarquer si j'étais en avance ou en retard. Elle m'a simplement tendu un verre d'eau et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Tout cela était d'une politesse extrême et profondément étrange. Nous nous sommes assis pour dîner et la conversation était décousue. Mon oncle a essayé de raconter une blague qui est tombée à plat. Mon père a parlé de la pluie et du beau temps. Victoria a parlé du spectacle de l'école de ses enfants, mais sans ses vantardises habituelles, ses mots sonnant creux et répétés. Il était clair que le vieux scénario de la famille avait été jeté, et que personne n'en avait écrit de nouveau. Je suis restée silencieuse, non pas par peur cette fois, mais par un sentiment d'observation sereine. C'est ma grand-mère qui a fini par rompre le charme. Elle était restée plus silencieuse que d'habitude, observant chacun de ses yeux sages et avertis. Elle s'est tournée vers moi, sa voix claire et forte captant délibérément l'attention de toute la table. « Grace, ma chérie », a-t-elle dit, son sourire étant chaleureux et sincère. « J'ai regardé la visite vidéo de ta maison que tu m'as envoyée. Elle est tout simplement magnifique. La lumière dans ton bureau est tout simplement merveilleuse. Depuis 1 an, ma grand-mère avait été ma seule véritable alliée. Elle m'avait appelé une semaine après les révélations, non pas pour me gronder ou me questionner, mais pour me demander des photos. Je lui avais envoyé le lien d'une visite vidéo que j'avais faite pour mes amis. Elle m'avait rappelé, pleurant de fierté. Sa validation publique aujourd'hui était un cadeau. Elle donnait à tous les autres membres de la table la permission de reconnaître enfin ma réalité. Merci, grand-mère. J'ai souri en retour. C'est un endroit paisible. Je m'y sens chez moi. Mon père s'est raclé la gorge. Ce chêne dans le jardin de devant est une merveille, Grace. Tu devras veiller à faire élaguer les branches qui touchent le toit avant l'hiver. C'était sa façon de me proposer un lien, de me parler en tant que propriétaire, d'égal à égal. Merci pour le conseil, papa. Je m'en occuperai, ai-je dit, et cet échange simple et normal m'a paru à la fois bizarre et profondément réparateur. Puis, plus tard, alors que j'aidais à débarrasser les assiettes, ma mère m'a coincé dans la cuisine. Elle tordait un torchon dans ses mains, ses articulations blanches. Elle refusait de croiser mon regard. Grace, a-t-elle commencé, sa voix étant à peine un murmure. À propos de l'année dernière, Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Je ne voulais pas me moquer de toi, a-t-elle enfin réussi à dire, le regard fixé sur l'évier. C'est juste que... Je ne pensais pas que tu en serais capable. Je me suis tellement inquiété pour toi, pour tes choix. Je n'avais pas vu les choses ainsi. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, elles étaient truffées de ses propres justifications et de sa propre surprise. Mais c'était la vérité. Elle n'avait pas été intentionnellement cruelle. Elle avait simplement souffert d'un manque d'imagination profond et paralysant à mon sujet. Elle ne pouvait pas concevoir pour moi un avenir qui ne corresponde pas à sa définition étroite de la réussite. Et ce manque d'imagination avait été la source de tant de mes souffrances. J'ai regardé ma mère, cette femme dont j'avais tant désiré l'approbation, et j'ai ressenti un sentiment qui n'était ni de la colère ni même du pardon, mais une sorte d'acceptation douce et triste. J'avais attendu toute ma vie qu'elle me voie, qu'elle croie en moi. Et j'ai enfin compris que c'était une erreur d'attendre cela d'elle. Sa croyance n'avait jamais été une condition préalable à ma réussite. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai souri, d'un sourire réel et doux.
C'est justement cela, maman, ai-je dit, et ma voix était douce, dénuée de toute amertume résiduelle. Tu n'avais pas besoin de penser que j'en serais capable. Je l'ai fait. À cet instant, je n'étais plus son enfant en quête de validation. J'étais une femme, entière et accomplie par elle-même. Je la déchargeais d'une responsabilité qu'elle n'avait jamais été capable d'assumer, celle de croire en mes rêves. C'étaient mes rêves. Et en fin de compte, ma propre croyance était la seule qui ait jamais réellement compté. Elle a enfin levé les yeux vers moi, son regard mêlant un regret complexe et une lueur de fierté nouvelle et hésitante. Elle ne me semblait plus être un monstre ou une méchante. Elle semblait juste être une femme qui voyait enfin sa fille pour la toute première fois. Parfois, la plus douce des vengeances ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est la paix tranquille et inébranlable de se prouver à soi-même qu'on a raison. Je n'ai plus besoin de leur validation. Je n'ai pas besoin de leurs applaudissements ni de leur approbation pour me sentir accompli. Le bruit de ma propre clé tournant dans ma propre serrure, cela me suffit. Chaque grincement de mes parquets est un rappel des fondations que j'ai construites. Chaque lever de soleil qui traverse la fenêtre de ma cuisine alors que je prépare mon café du matin murmure le même message simple et puissant, tu as fait cela. Ma famille me rend visite à présent. Pas souvent, et avec une gêne persistante qui ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais ils viennent. Ma mère parcourt mes pièces, touchant les objets que j'ai choisis avec un respect discret et curieux. Victoria s'assoit sur mon canapé et m'interroge sur mon travail, un intérêt sincère dans les yeux qui n'avaient jamais été là auparavant. Il regarde la vie que j'ai construite, ce foyer créé à partir de toute l'ambition qu'il me disait ne pas avoir. Être propriétaire d'une maison ne se résume pas aux murs, au toit et à l'acte de propriété portant votre nom. Il s'agit de récupérer votre espace dans le monde. Il s'agit de reprendre chaque partie de vous-même qu'il vous disait ne pas être assez bonne, assez stable, assez digne, et d'en faire un sanctuaire. Ils ne se moquent plus de moi. Ils ne le peuvent plus. Je me tiens dans une maison que leur doute a construite, et d'ici, je peux enfin me voir clairement. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la